Alors je n'ai malheureusement pas la chance d'être insulté de manière aussi chouette que François. Ça voudrait dire que je serais beaucoup plus connu que je ne le suis en réalité. Et donc j'étais un peu jaloux quand j'ai vu tout ça. Et ça m'a rappelé quelque chose, je l'ai peut-être déjà raconté, hein, je suis désolé si j'ai déjà dit à des personnes qui sont là, mais j'étais un jour avec ma fille, elle a 8 ans aujourd'hui, je l'amenais au cours de musique. Et puis il y a une dame qui me regardait fixement. Et puis à un moment, elle se lève, elle s'approche de moi. Et puis je me suis dit, tiens, peut-être qu'elle m'a reconnu devant ma fille, ça aurait été chouette. Et puis elle me dit, mais vous savez, monsieur, vous ressemblez vraiment à quelqu'un qui s'intéresse au bonheur, qui fait de la recherche, à la méditation et tout. Et là, j'étais content pendant un instant, et puis elle a rajouté, mais en beaucoup plus petit, en beaucoup plus vieux. Et donc, j'ai pas la chance, on ne me reconnaît pas comme François, évidemment. Et puis, apparemment, je vais parler de psychologie, alors on m'a demandé de parler d'éco-anxiété, et je me suis dit, c'est pas évident quand on voit l'ampleur des problèmes. Je trouve que François a très bien montré ça. Les enjeux, tout a été dit, en fait, les enjeux véritables de ces changements climatiques et de la résilience. L'autre jour, j'étais avec ma fille aussi. C'est dangereux d'avoir des enfants. Hein. Pour finir, ils vous ramènent toujours sur Terre. Et alors, on parlait d'un problème beaucoup moins grave, hein, familial, avec quelqu'un dans la belle famille à qui ça se passait pas bien depuis longtemps. Et puis elle me dit, papa, mais pourquoi tu vas pas lui parler, résoudre le problème? Et moi, maladroitement, j'essaie de lui dire, écoute, tu sais, c'est pas si simple, il faut que l'autre ait aussi envie. Là, elle me coupe, elle me dit, papa, arrête tes histoires. Si tu ne sais pas résoudre ce problème, c'est que ta psychologie, elle ne sert à rien. Ça vous fait rire? Moi, ça ne m'a pas fait rire. Je me suis dit, elle a raison, en fait. Ce qu'on raconte, s'il n'y a pas une utilité réelle, hein, s'il n'y a pas vraiment quelque chose qui soit utile, eh bien, au fond, ça ne sert à rien. Et donc, je me suis posé la question, je me suis dit, comment vais-je faire en sorte que ce que je vais partager avec vous, parce qu'au fond, je ne vais pas vous donner une conférence, c'est une conversation plutôt entre amis, en se disant, tiens, cette question de la vulnérabilité au niveau psychologique, de l'éco-anxiété, en quoi ça pourrait vous être utile? Je ne sais pas si ça vous sera utile, mais on va voir. Et puis, je me suis dit aussi, tiens, je pensais passer un bon moment avec vous, ça allait être agréable et tout ça. Et puis, la journée a commencé en me disant que je pouvais choisir entre l'atelier incendie et l'atelier inondation. Et puis François a continué en disant « c'est un voyage sans retour » avec un air dramatique. Et je me suis dit que j'étais au mauvais endroit pour passer une bonne journée, mais c'est trop tard. Je suis déjà là, et donc il va bien falloir qu'on passe ce moment ensemble. J'aurais bien voulu vous poser une question pour démarrer en vous disant, tiens, qui parmi vous, on va dire sur une échelle de, peu importe les échelles, hein, de 0 à 7, diriez-vous que vous êtes inquiet pour la situation du climat, en vous disant, tiens, on est dans une situation compliquée, ça peut être irréversible, il y aura des impacts peut-être sur votre vie à vous, des gens que vous connaissez. C'est quoi vous voyez ce que je veux dire, hein? Pas du tout inquiet, 0, 7 très inquiet. Qui est-ce qui est à 0? Certainement des gens que tu as cités qui t'en veulent, à mon avis, sont à 0. Et qui est-ce qui est entre 0 et 3? Entre 0 et 3, ok. Ici, il y a toutes les lumières dans la figure, donc ce n'est pas si facile. Qui est-ce qui est entre 3 et 6? Ah oui, l'énorme majorité d'entre nous. Et puis, qu'est-ce qui sera à 7? Et c'est pas assez, 7, parce que c'est... Ok, d'accord. Ok, super. Et donc, super, oui, excusez-moi. Je ne sais pas ce que je raconte. En général, j'arrive toujours à me planter, je mets les pieds dans le plat. Depuis que je suis jeune, en fait, j'ai des pieds trop grands et des plats sont trop petits, donc je mets toujours les pieds dans le plat. Et d'ailleurs, François me regardait fixement tout à l'heure à cause de ceci. C'est de deux couleurs différentes. C'est pas que je veux faire le malin et vous provoquer, c'est que j'ai réussi, malgré qu'il fasse déjà très chaud, à me brûler les pieds en plus. Et donc c'est vrai, je me suis brûlé, donc je n'arrivais pas à mettre de chaussures. Et ce matin, en partant, j'ai essayé toutes les chaussures en me faisant mal. Et ma fille m'a regardé, elle m'a dit, papa, c'est pas toi qui dis qu'il ne faut pas faire attention au regard des autres? Alors j'ai dit oui, t'as raison. Et j'ai mis ces slash, je suis désolé, c'était pas par manque de respect, c'est parce que je ne savais pas faire autrement. Vous pouvez venir vérifier mes cloches, 3e degré, c'est vrai. Donc je reviens à la question. Donc ici, c'était un peu vérifier quel est votre niveau d'éco-anxiété. Et j'imagine que vous ressemblez à la population moyenne, on y reviendra aux chiffres de ce qu'on dit aujourd'hui. Et puis j'aurais bien voulu vous poser une deuxième question qui est de la même chose, de 0 à 7. Qui parmi vous a le sentiment 0 pas du tout, 7 très fort, qu'au fond, le monde que vous avez connu par rapport à l'environnement, c'est un monde qui a quelque part, d'une certaine manière, disparu. 7, il a tout à fait disparu, 0, pas du tout. Si je donne un exemple très concret, peut-être ça se traduit par le fait que quand vous étiez plus jeune, vous allez vous promener sur le bord d'une rivière et vous allez voir des papillons, et aujourd'hui il n'y a plus de papillons, il n'y a plus de coquelicots, et puis il n'y a plus de berges de rivière, c'est du béton, par exemple. Ou alors vous alliez en voyage quelque part dans des glaciers, et aujourd'hui c'est fini, il n'y a plus de glaciers parce qu'ils ont fondu. Pour beaucoup de personnes, ça arrive. Donc qui est à 0, donc sans pas du tout ce sentiment, à 0? Aucun sentiment de ça, d'avoir perdu quelque chose, un lien avec l'environnement, de ressourcement, qui serait de 1 à 3.
Ok. De 3 à 6. Ah oui, et à 7. Et puis à ceux à qui je n'ai pas bien expliqué, qui n'ont pas répondu. Et donc, je vais vous expliquer les deux choses. Donc, le premier élément, c'était ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Alors, à nouveau, je ne vais pas rentrer dans une discussion de chercheurs en disant que l'éco-anxiété, c'est un mot valise, parce qu'on peut être anxieuse ou anxieux pour le climat, mais on peut être anxieuse et anxieux pour la biodiversité, ou si vous avez trop lu les livres de Pablo Servigne, vous êtes anxieuse et anxieux pour la fin de la société thermo-industrielle, ce qui est encore une autre question, en fait. Et les trois sont très certainement liés, mais on pourrait dire qu'au niveau de la recherche, c'est peut-être des construits différents et des personnes différentes. Mais ici, en général, on va se centrer sur la question du climat et des conséquences du climat qui ont un impact sur la biodiversité, et ainsi de suite. Et le deuxième mot, qui est parfois confondu dans les médias, c'est ce qu'on appelle la solastalgie. Vous avez entendu parler de ça peut-être? C'est un joli mot, en fait, et puis ça fait appel au mot nostalgie. Et la solastalgie, c'est une question qui est plutôt reliée à un problème qu'on appellerait d'émotions post-traumatiques. Et donc, on a perdu quelque chose. L'environnement qui nous ressource, au fond, qui est une merveilleuse ressource, on a le sentiment aujourd'hui d'avoir perdu quelque chose et que le lien qu'on avait de ressourcement avec l'environnement, il a été très fort affecté ou il a disparu. Et donc, c'est ce qu'on appelle solastalgie. C'est après. Par contre, l'éco-anxiété, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas du stress post-traumatique, c'est du stress pré-traumatique d'une certaine manière, puisque c'est une anxiété de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Alors attention, on est bien d'accord que, en tout cas pour ceux qui lisent la littérature scientifique, c'est très probable qu'il arrive quelque chose. C'est certainement, il arrivera quelque chose, même s'il est déjà arrivé des choses, il arrivera quelque chose, mais ce n'est pas encore arrivé. L'anxiété se définit par une forme de peur de quelque chose qui n'est pas encore là. Si la chose était vraiment là, complètement déjà, tous les impacts, on appellera ça de la peur. Et c'est pour ça aussi que, et de nouveau on pourrait discuter, est-ce qu'il ne faudrait pas appeler ça de l'éco-peur pour certaines personnes? Parce que si le problème est déjà là, ce n'est pas de l'anxiété, c'est de la peur. Et donc, ce serait de l'éco-peur, le danger est déjà mesurable, il est devant nous, et ainsi de suite. Et donc, on a peur pour des choses qui sont objectivement déjà là, nous sommes anxieuses pour des choses qui pourraient arriver, mais pour lesquelles il y a quand même une forme d'incertitude encore au niveau des impacts. Et donc, c'est vrai qu'on parle d'éco-anxiété de plus en plus, non, on en voit partout, dans les journaux, ainsi de suite. Il y a mon collègue Alexandre Heron de l'UCL qui a fait une super étude avec ses collègues, une grande étude là-dessus. Et c'est intéressant parce que pour la première fois dans nos populations, on peut voir un peu. Alors, de nouveau, vous allez voir, j'allais dire la prévalence, c'est un mauvais mot, parce que la prévalence concerne des désordres psychiatriques. Il faudrait voir est-ce qu'on considère l'éco-anxiété comme étant un désordre ou pas, et on en parlera. C'est vraiment une perspective intéressante, parce que quand on m'invite, en général, on me dit qu'est-ce qu'on peut faire contre l'éco-anxiété? Comment est-ce qu'on sera résilient pour, en gros, c'est pas dit comme ça, mais se débarrasser de l'éco-anxiété, en fait. Comment est-ce qu'on va faire pour mieux vivre alors que l'éco-anxiété nous empêche de vivre? C'est pour ça qu'on m'appelle, sinon on ne m'appellerait pas. Et donc, on la considère comme étant un trouble, et donc c'est pour ça qu'on utilise dans ce cas le mot de prévalence, mais je ne vais pas utiliser ce mot-là, mais en tout cas, dans cette étude qui a 2000 personnes dans les pays francophones, en Afrique, mais aussi en Belgique, on se rend compte de quoi? On se rend compte que la majorité des personnes qui vivent de l'éco-anxiété vivent bien avec. Ça ne les empêche pas, parce qu'il y a deux questions. Il y a une question qui a trait aux émotions, l'intensité des émotions, et l'autre qui a trait à l'aspect fonctionnel, en quoi ça nous empêche de vivre. Et je vais voir les chiffres ici pour que je ne dise pas de bêtises. Je les ai notés quelque part ici. Si je retrouve, voilà. 12%, dans 12% des cas, c'est relié véritablement à une souffrance qui va impacter la vie des personnes et qui va peut-être les empêcher de vivre. Et donc, bien sûr, déjà, la première indication qui est importante, c'est est-ce que l'éco-anxiété est une difficulté qui impacte négativement nos vies? Pour peu de personnes. Et quand je dis peu, bien sûr, 10% ou 12% sur une population comme la Belgique, ça fait un certain nombre de personnes, hein, ça fait des centaines de milliers de personnes. Et en même temps, si vous regardez la détresse psychologique en Belgique, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Si vous regardez les chiffres chez les jeunes aujourd'hui, vous voyez, et même chez les moins jeunes, on arrive plutôt à 30 ou 40% de personnes, suite à tous les événements dont François a parlé, qui semblent être affectées dans leur qualité de vie au niveau psychologique. Donc l'éco-anxiété est une partie de ça et empêche de vivre seulement une partie des personnes. Et on pourrait dire, si on regarde sur un continuum, cette question d'éco-anxiété, on pourrait se dire qu'il y a ceux que ça empêche de vivre, et il y a celles et ceux, peut-être, pour qui l'anxiété est quelque chose de positif. Je vais y revenir. Alors quand l'anxiété nous empêche de vivre, on l'appelle, il y a un nouveau mot maintenant dans la littérature qu'on appelle éco-paralysie. Et donc vous êtes tellement anxieux pour l'avenir de la planète, des enfants, des autres, des espèces, et ainsi de suite, que ça vous fait rester chez vous, vous n'avez plus de vie sociale, vous n'allez plus au boulot, vous n'allez plus chercher votre enfant à l'école ou à la crèche, et ainsi de suite. Et donc là, réellement,
c'est un problème pour vous, en fait. C'est réellement un problème. Donc une partie de la population se retrouve dans cette définition d'éco-paralysie où la peur, l'anxiété est tellement forte que ça impacte notre manière de vivre. Alors, pour les petits chiffres, je ne sais pas si c'est vraiment le plus important, mais on sait que les femmes sont plus dans l'anxiété déjà en général et dans l'éco-anxiété. On va trouver plus de femmes que d'hommes. On ne sait pas dans la recherche pourquoi. Une des raisons toutes simples, mais qui reste à investiguer, c'est peut-être simplement que les femmes sont davantage sensibles aux émotions en général, qu'elles se protègent moins des émotions, et que donc comme elles sont davantage sensibles aussi aux dangers et aux risques, et étant davantage sensibles aux dangers et aux risques, elles vont se dire davantage éco-anxieuses. Une des raisons, c'est aussi les rapports du GIEC, peut-être, qui disent que les femmes vont être plus atteintes par le changement climatique pour des raisons de vulnérabilité, en fait, pas parce que pour des raisons psychologiques, mais le fait de se l'entendre dire pour avoir un effet sur la perception qu'on a d'un danger, et ainsi de suite. C'est juste pour quelques éléments de la population. Et puis le dernier élément, c'est que les jeunes de moins de 40 ans se disent davantage éco-anxieux que les plus âgés. Les plus jeunes sont davantage éco-anxieux, ce qui est, vous allez le voir, plutôt un bon signe qu'un mauvais. En tout cas, de mon point de vue. Après, il faudra avoir un point de vue différent, mais de mon point de vue, c'est plutôt un bon signe. Plus vous êtes âgé, moins vous avez tendance à être éco-anxieux. Oui, vous allez voir pourquoi c'est un bon signe, je vais le dire après, mais une des raisons pragmatiques toutes simples, et je vais venir à cet élément-là, le deuxième point de mon intervention, c'est que l'impact de la crise climatique, si vous avez plus de 40 ans, il y a peu de chances que vous atteignez réellement. Bien sûr, on l'a dit, si vous êtes vulnérable, évidemment que oui, déjà aujourd'hui, mais pour la majorité des personnes qui ont un niveau de vie, un statut socio-économique favorable, vous avez plus de 40 ans, il y a beaucoup moins de raisons de vous inquiéter que ceux qui ont moins de 40 ans. Alors les personnes ne vont pas être d'accord, évidemment. Personnellement, vous allez dire, mais non, c'est pas ça, ça serait un manque d'empathie, mais c'est difficile de nier le fait que nous réagissons aussi parce que les choses nous concernent. Et on réagit moins lorsque les choses ne nous concernent pas. Alors, il y a tout un pan de la littérature qui me semblait terriblement intéressant au niveau psychologique pour éclairer notre rapport à la crise du climat. C'est les études qui s'intéressent à la mort. Et l'éco-anxiété, bon, François l'a dit de nouveau, c'est un voyage sans retour. Voilà, un voyage sans retour, c'est aussi des implications sur la vie et la mort, pas seulement d'espèces animales, parce que c'est le cas déjà, 60% de la biodiversité, mais c'est aussi la mort de personnes que nous connaissons, parfois en Belgique, d'êtres humains, d'hommes et de femmes, et potentiellement, c'est notre mort à nous. C'est la mienne, c'est la vôtre. Voilà. Alors, l'être humain n'aime pas la pensée de la mort, c'est peut-être pas un secret que je vous livre ici, il y a énormément d'études qui le montrent, que nous sommes allergiques à la pensée de la mort, et donc la majorité d'entre nous, et moi y compris, nous sommes dans le déni de la mort. Alors, ne me croyez pas, allez voir la littérature, elle nous dit quoi? Une expérience très simple et très éclairante là-dessus, c'est que si on vous propose, en étudiant l'activation du cerveau, de penser à la mort, la vôtre ou celle de quelqu'un, on vous montre la photo de quelqu'un, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que les zones du cerveau qui s'activent lorsqu'on fait une projection dans le futur, lorsqu'on veut prédire quelque chose, lorsqu'on veut imaginer quelque chose, s'activent. Et puis on vous montre la photo, la vôtre, on vous propose de penser à votre mort, et qu'est-ce qu'on voit? Que ces zones ne s'activent pas. Et donc on a un mécanisme déjà neurocognitif, quelque part de déni, qui nous propose de ne pas penser à notre propre mort. Et donc, alors l'évitement de la pensée de la mort, évidemment le problème c'est que le déni de la mort affecte considérablement nos capacités de raisonnement en fait et de lucidité, et ça explique en grande partie, alors pour les chercheurs, et on peut de nouveau pas être d'accord, pourquoi nos sociétés ont du mal à faire face au changement climatique, parce qu'au fond on fait semblant voilà, que ça ne va pas nous arriver au fond. Ça sera toujours plus tard, c'est bien ce qui a été dit aussi, c'est plus tard, c'est pour ça que l'adaptation, ça sera pour plus tard, parce que ça ne va pas nous arriver à nous, ça arrivera aux autres, au plus loin. Et d'ailleurs, les personnes les plus intelligentes parmi nous, dont quelques-uns ont été cités, qu'est-ce qu'ils font? On cache le déni sous le masque de l'intelligence. Et les personnes ne le font pas exprès. Et donc, les personnes qui sont climato-sceptiques, qu'est-ce qu'elles vont faire? En France, c'est incroyable. Des philosophes extrêmement intelligents, qui ont des discours climato-sceptiques pignon sur rue, ils sont invités dans les grandes émissions, et qui sont écoutés. Alors évidemment, déjà la première chose, c'est que c'est intéressant de voir que c'est un philosophe, quelqu'un qui se permet d'avoir un avis, alors qu'il y a des milliers de chercheuses et de chercheurs, dont c'est le domaine de recherche, qui montrent des données depuis des dizaines d'années, et là on a des philosophes qui se pavanent sur un plateau en disant, mais... Et ce qui est triste, c'est qu'évidemment, le fait que nous soyons toutes et tous dans un déni de la mort, dans une certaine mesure, fait qu'il est plus facile d'entendre le discours de quelqu'un qui raconte, malheureusement, on peut dire n'importe quoi, que de faire attention à ce que disent les scientifiques, mais qui est très menaçant. Parce que si nous devions vraiment écouter ce que dit la science,
ce ne serait pas de l'éco-anxiété, ce serait de l'éco-terreur qu'on devrait vivre en fait en réalité. Et ça ne serait pas malsain. Si vraiment ce que dit la littérature est vrai, eh bien, ne pas avoir d'éco-terreur, eh bien, ça serait un drôle de signe. Ça veut dire qu'on aurait un problème au niveau de notre intelligence émotionnelle. Et donc, en ce sens, vous voyez déjà peut-être, c'est mon opinion en tout cas, l'idée que j'ai sur l'éco-anxiété, je ne pense pas que la résilience est à trouver dans le moyen de supprimer l'éco-anxiété. Sinon, c'est comme de dire, nous avons un messager qui vient nous apporter une nouvelle qui n'est pas une bonne nouvelle, le messager désagréable, coupons-lui la tête. Il paraît que c'est ce que faisaient les Grecs à l'époque, mais bon, l'armée de Darius est aux portes d'Athènes, on coupe la tête du messager, mais ça ne change rien, l'armée des Perses est là. Qu'est-ce qu'on va en faire? Oui, le temps que l'armée arrive vraiment dans la ville, on pourra être tranquille. On pourra continuer à fêter parce qu'il ne se passe rien. Et on a un petit peu le même phénomène. Et bien sûr, vous me direz que je tire gros sur le trait, c'est vrai, j'exagère évidemment. Je ne sais pas faire autrement, c'est ma personnalité. C'est toujours des caricatures, je manque un peu de nuances, mais au fond, les mécanismes psychologiques sont là dans cette question du déni de la mort. Alors, si on pense trop à la mort et au changement climatique, on est bien d'accord et que ça nous empêche de vivre, ce n'est pas souhaitable, c'est vrai. Si on n'y pense pas assez, eh bien on ne prend pas les mesures. Et d'ailleurs, quand on est dans le déni de la mort, qu'est-ce que ça nous amène à faire? Il y a beaucoup d'études là-dessus, il y a tout un champ de recherche là-dessus. On ne va pas consulter le médecin alors qu'on devrait le faire. Et donc le fait de nier la mort et les dangers nous amène paradoxalement à précipiter l'individu, la femme et l'homme ou la société dans le danger qu'on est en train de redouter. C'est très paradoxal en fait cette aventure-là. Oui, il est courageux, notre ami François, lui met les noms des personnes et tout. Moi, j'en ai pensé à beaucoup après, mais je suis moins courageux que lui. Donc, mais après, les gens t'ont interpellé aussi, donc c'est très différent ici. Moi, je ne vais pas parler de gens qui ne m'ont pas interpellé, donc même si dans toutes ces personnes, il y en a qui me viendraient en tête. Alors, évidemment, la question de la mort, j'imagine que vous êtes d'accord que voilà, c'est quand même, ça va nous arriver à toutes et à tous. On ne sait pas quand, mais ça va nous arriver. Dans cette salle, si vous aviez un médecin, un homme ou une femme médecin, elle vous dirait que le pronostic, il est mal engagé pour chacune et chacun d'entre nous. C'est un mauvais pronostic, on va tous au même endroit. La question, c'est quand et comment est-ce qu'on occupe le temps entre maintenant et ce moment-là. Mais c'est sûr que le pronostic, il est mauvais, et c'est étonnant à quel point nous nous contorsionnons pour essayer d'éviter l'idée que ça va toutes et tous nous arriver. Et ici, on peut de moins en moins le faire, évidemment, avec la question du changement climatique. Alors, j'avais encore envie d'amener un élément que François a amené aussi, qui est la question de l'incertitude. En fait, le monde dans lequel nous nous engageons aujourd'hui est un monde de plus en plus incertain et de plus en plus incontrôlable. Et on sait scientifiquement que le cerveau, les deux éléments qu'il déteste le plus, c'est l'incertitude et l'incontrôlabilité. Et donc, nous allons chercher par tous les moyens de sortir de cette situation extrêmement stressante, on va dire, d'incertitude, d'incontrôlabilité. Et les deux manières les plus simples de le faire, au fond, c'est ou alors de passer dans un extrême et de dire « mais de toute façon, on va tous crever tout de suite, ça ne sert plus à rien, tout va s'effondrer, il faut qu'on parte construire un bunker ». Il y a des personnes qui partent là-dedans, on va apprendre à manier des armes, on va construire des bunkers, on va dans le survivalisme. Ou alors, l'autre extrême, ça serait de dire « mais au fond, rien ne va arriver. Mais qu'est-ce que vous racontez ?» Mais ça existe depuis longtemps, les changements climatiques sont des choses évidentes, la technologie verte va nous sauver, et ainsi de suite. Et donc voilà deux extrêmes dans lesquels une partie de la population s'engage. Et la question, c'est comment fait-on pour vivre dans un monde incertain et incontrôlable, dans lequel l'incertitude et l'incontrôlabilité vont grandir avec le temps. Alors, quelles seraient les solutions? Alors, la première solution qu'on trouve, et je parle toujours, moi, évidemment, d'éco-anxiété, hein, c'est bien mon focus, je ne parle pas des problèmes, l'adaptabilité en général. La première solution, ça serait d'aller soigner les personnes, en fait, et de dire, on va mettre en place, à la région Wallonne, un grand mouvement de santé mentale, et les gens qui sont éco-anxieuses, eh bien les personnes, on va les amener chez des psychologues, on va leur proposer un traitement, et comme ça, une fois qu'elles seront traitées, et ça ira mieux. Et donc, ça serait une drôle d'idée, non? Soigner les personnes, alors que c'est la société et c'est le climat qui est malade et c'est les personnes qu'on va les soigner. Et évidemment, ce qu'il faudrait faire, c'est ce que vous faites déjà, c'est évidemment le climat qu'il faut soigner et pas les personnes éco-anxieuses qui sont des personnes qui nous disent qu'il faut soigner le climat. Et donc l'éco-anxiété, dans ce cas, est un symptôme positif, au fond, d'une prise de conscience collective du fait qu'il y a une maladie quelque part et qu'il est temps d'aller la soigner. Je ne vais pas aller longtemps sur ce que François avait déjà souligné, mais au fond, on pourrait se dire que la difficulté à laquelle on se trouve confronté en tant que chercheuse ou chercheur dans le domaine de la psychologie aussi,
c'est que cette crise, elle est multifactorielle et qu'elle est complexe et qu'elle est à différents niveaux, à 3 niveaux au moins. Il y a bien sûr les femmes et les hommes qui vivent de l'éco-anxiété et qui peuvent avoir des gestes éco-responsables, évidemment, c'est possible. Mais il y a aussi le domaine des groupes, comment se comportent nos entreprises, comment se comportent aussi les associations et ainsi de suite. Et évidemment, il y a le niveau des institutions qui ont un niveau de responsabilité beaucoup plus important que les autres, évidemment, puisque leur impact des décisions institutionnelles et politiques est beaucoup plus important que ce que va faire l'homme et la femme qui va, bien sûr, de manière juste et responsable, trier ses déchets, prendre un vélo et ainsi de suite. Et donc, voilà, on ne doit jamais oublier, je pense, l'échelle de la mesure dans ce qu'on demande à la population, dans ce qu'on propose aux populations, alors que ce sont les politiques qui sont les premiers responsables. Et quand je dis ça, je ne cible pas une personne, ce qui n'aura aucun sens. Je ne dis pas telle ou telle personne est mauvaise parce qu'elle ne fait pas ce qu'il faut. Bien sûr que non. Quand je dis les politiques, je parle de moi. Je parle de moi en tant que citoyen aussi qui vote pour quelqu'un. Et là, on peut se dire qu'il y a une crise très importante qui double la crise climatique, qui est la crise de la démocratie. Ce n'est pas un secret de vous dire que dans nos pays à nous, la confiance dans la chose publique est extrêmement basse. On ne fait plus confiance aux institutions, on ne fait plus confiance à la démocratie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une véritable démocratie représentative. C'est parce que les citoyennes et les citoyens n'ont pas l'impression que leur voix est entendue et que ça a un réel impact sur les décisions qui vont être prises et que, je vais de vous caricaturer, je suis désolé de ça, mais on se trouve presque dans beaucoup de femmes et d'hommes dans une forme de schizophrénie qui est, ou alors il y a beaucoup de politiques qui disent, mais en fait, ce n'est pas de ma faute, c'est pas dit comme ça, mais c'est la globalisation, c'est les entreprises, si on leur dit quelque chose, ils vont les délocaliser, on ne peut rien faire. Mais donc, si vous, qui êtes nos mandataires, vous êtes impuissants, mais qu'est-ce que nous, on doit penser? Comment nous ne pouvons pas être désespérés alors? Ou alors, si vous n'êtes pas impuissants, mais alors vous êtes hypocrite. Et attention, je suis bien d'accord que je suis en train de caricaturer, parce que si vous n'êtes pas impuissant, mais si on regarde l'état de la planète, c'est ce que disent les jeunes qui vont dans la rue, en fait. Ils nous disent sortez de l'impuissance ou sortez de l'hypocrisie, mais faites quelque chose. Et donc, il y a ce problème des institutions, face à un problème de démocratie, un problème politique en fait, qui est un problème, une crise démocratique importante, et à laquelle vient se greffer une crise de justice sociale intolérable. Alors, de nouveau, je ne vais pas aller à ce que dit François, mais moi je trouve ça fou à quel point c'est encore discutable, et même les remarques qu'on fait à François, juste pour un esprit rationnel, parce qu'il ne s'agit pas ici de couleur politique, il ne s'agit pas ici de dire je suis de tel ou tel parti, c'est une plaisanterie en fait. Il s'agit juste de regarder les chiffres. Alors je n'ai pas les derniers chiffres d'Oxfam, mais vous imaginez qu'en 2015, 8 personnes, donc voilà, c'est ça ici, 8 personnes possèdent plus que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Alors après, si vous faites de la science, essayez de prouver comme vous voulez, quel que soit votre parti, qu'une personne peut avoir un degré d'intelligence et même d'ingéniosité, et même de force de travail, dans ces mesures-là, c'est tout simplement impossible. Vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez une courbe de Gauss, c'est la distribution, vous pouvez être 20% plus intelligent, 30%, on peut dire, allez, on peut même rêver. Laurent Alexandre, il peut imaginer qu'il est peut-être doublement plus intelligent que vous et que moi, possible même, que moi certainement. Mais ce n'est pas dans cette mesure-là. Donc, ce qui explique ces disparités au niveau du revenu, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la force de travail, ce n'est pas l'ingéniosité, ce n'est pas ça. Et donc, c'est qu'il y a un problème politique profond d'une société qui accepte cette injustice sociale et qui aura, je vous dis ça, des conséquences dramatiques, et on les a vues, puisque ce sont les plus fragiles et les plus pauvres qui vont payer les pots cassés. Et alors à nouveau, je vous dis ça parce que sinon on fera de la psychologie à 2 balles, comme dirait ma fille, ça ne sert à rien en fait. Parce que là on va parler, vous voyez, donnons des psychologues à tous les gens qui vont mal, parce que ce sont les plus vulnérables, mais ça n'aurait pas beaucoup de sens. Et la question c'est quand va-t-on réellement faire quelque chose, mais de réel, qui va renverser cette situation et qui va faire que nos sociétés vont être plus justes, puisque, on l'a dit, la première raison, on va dire le premier facteur de résilience d'une société, il est très très clair, c'est le capital social. Et donc, c'est la justice sociale, c'est la qualité des services publics, c'est la confiance qu'on a dans la société, et ainsi de suite. Ça a été très clairement dit. Et donc, si on ne prend pas soin du capital social, prendre soin du capital psychologique, ça n'aurait pas beaucoup de sens. C'est de nouveau comme mettre l'expression un emplâtre sur une jambe en bois. C'est comme essayer de couvrir la blessure qui est en train de sointer, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Et donc, dans ce sens-là, la justice sociale est certainement une des grandes priorités si on veut régler cette question d'anxiété climatique.
Bon, il nous a mis de mauvaise humeur. Moi, je ne suis pas en train de vous remonter. Je pensais, Karina m'avait invité, en fait, l'expert du bonheur, qui allait faire en sorte qu'il y ait de la résilience. On sort tous d'ici le sourire, heureux et joyeux. Mais j'ai encore un peu de temps pour ça. Et donc voilà, ce n'est pas l'éco-anxiété qu'il y a à soigner, c'est la société qu'il y a à soigner, en tout cas de mon point de vue. L'éco-anxiété est un symptôme. Évidemment qu'il faut faire quelque chose pour les 12% de personnes, pour qui l'éco-anxiété est un facteur qui nous empêche de vivre. C'est une évidence, bien sûr. Mais ce n'est pas la majorité de la population. Alors, pour ces 12%, et pour nous, vous et moi qui sommes là, et puis surtout pour Karina qui m'a invité à parler de ça, donc il faut quand même que je parle, il faut quand même que je réponde à ta demande. C'est juste, hein. On pourrait se dire, tiens, comment voit-on les émotions? Si on parle d'éco-anxiété, on pourrait se dire, on pourrait élargir ça, c'est quoi notre vision des émotions, notre vision de l'anxiété, et nous rappeler que les émotions, elles sont toutes utiles. Si on regarde ce qu'on appelle la psychologie évolutionniste, qui étudie l'intérêt dans l'évolution de n'importe quel des phénomènes, les émotions sont intéressantes. Et pourquoi? Puisqu'une émotion, on va voir l'étymologie, hein, c'est ce qui nous met en mouvement, émovere. Et donc l'émotion, elle a quoi comme fonction? Elle a pour fonction de nous apporter de l'information sur ce qui se passe en dehors et en dedans, et nous aide à nous mettre en mouvement. Et dans ce sens, alors, toutes les émotions ont une fonction importante, et l'anxiété, elle nous a très souvent sauvé la vie. Dans l'histoire de l'évolution, sans peur du danger direct qui est déjà là, sans anxiété de tous les dangers qui peuvent nous menacer, mais qui sont heureusement pas déjà à la porte de la grotte des femmes et hommes des cavernes que nous étions, nous ne serions pas là. Et dans ce sens, les émotions sont terriblement importantes, et vouloir s'en débarrasser serait aggraver un problème plutôt que l'améliorer. Et la question, c'est que fait-on alors des émotions pour qu'elles deviennent des forces motrices de nos vies, pour que l'éco-anxiété soit une force motrice qui nous amène à nous engager davantage de manière intelligente, plutôt qu'un facteur paralysant qui va nous empêcher à nous replier sur nous-mêmes. Et voilà. Alors ici, la réponse scientifique, elle est assez simple au fond. Elle nous dit quoi? Elle nous dit, les émotions, si je prends une métaphore simpliste, à nouveau, elles vont nous dire, une émotion, c'est comme le cheval, et nous sommes la raison comme la cavalière ou le cavalier. Et c'est une évidence, ça tout le monde le sait, c'est que lorsque le cheval s'emballe, eh bien c'est trop tard, la cavalière ou le cavalier ne sait plus rien faire, ça nous emmène n'importe où, et notre vie n'en est pas bien. Et on le savait déjà, dépassés par les émotions, la raison est aveuglée, et nos vies sont impactées négativement. Mais ce qu'on oublie, c'est que lorsqu'il n'y a pas de cheval, sans émotion, la raison est aveugle. Et là, je ne parle pas d'idées, c'est des centaines de recherches qui montrent aujourd'hui que nous ne prenons de décisions qu'avec nos émotions, même celles et ceux surtout qui prétendent le contraire. On ne peut pas biologiquement faire autrement. Et que se priver complètement d'émotions, ça peut être que dans les cas d'atteinte neuroanatomique grave, c'est une mauvaise idée. On prend statistiquement beaucoup plus de très mauvaises décisions, y compris financières, rationnelles et ainsi de suite. Et l'idée, c'est quoi? C'est que c'est le cheval qui connaît le chemin pour traverser la rivière. C'est lui qui connaît le gué. C'est lui qui connaît le passage où on pourra passer et ne pas tomber dans le ravin. Et donc nos émotions, ce sont des guides indispensables. Et donc sans, on pourrait dire à nouveau, je le répète, hein, mais dépassés par nos émotions, la raison est aveuglée. Sans émotion, la raison est aveugle. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est comment on vit de manière harmonieuse, comment est-ce qu'on apprivoise le cheval, comment pouvons-nous apprivoiser l'anxiété, la colère, la tristesse, et ainsi de suite, pour bien vivre avec. C'est un changement au niveau sociétal d'appréhension des émotions, dans une culture, la nôtre en tout cas, qui pendant longtemps a voulu séparer l'émotion de la raison. Les émotions étaient un attribut féminin dont il fallait le contrôler, dans le meilleur des cas, s'en débarrasser si possible, et dans le meilleur des cas, le contrôler. Et si nous le contrôlions et nous pouvions l'asservir, alors nous devions des gens, des hommes rationnels. Aujourd'hui, ça a été complètement remis en question par des études scientifiques qui nous montrent qu'on a besoin des émotions, elles sont indispensables, mais la question c'est comment fait-on pour vivre intelligemment avec. Et ça vient à la question de l'incertitude. Le problème de l'incertitude et de l'incontrôlabilité, c'est qu'elle crée des émotions difficiles et que voulant les éviter, nous allons dans de mauvais chemins. Comment fait-on alors pour apprendre à vivre dans un monde incertain et incontrôlable? Et le mot qu'on utilise scientifiquement, qui n'est peut-être pas très joli, mais dans la littérature ce qu'on utilise, c'est le mot acceptation. Alors l'acceptation n'est pas une forme de résignation. On ne parle pas d'accepter les conséquences des injustices et ainsi de suite, ça n'a rien à voir avec ça, c'est l'acceptation de ce qui se passe en nous. C'est comment pouvons-nous apprendre à être d'accord avec le fait que nous ne pouvons pas contrôler une émotion en nous. L'émotion, ce n'est pas quelque chose que je peux fuir. Je peux fermer la porte, partir en courant et dire « l'émotion, tu restes ici ». Par définition, elle me suit partout où je vais.
Et on a vu que la supprimer n'était pas souhaitable. Et la question, c'est comment j'apprends à vivre avec. Comment je deviens une femme ou un homme qui vit, qui accepte que les émotions, je devrais vivre ma vie avec, et qui accepte de vivre avec de l'anxiété, de la tristesse, de la colère, de la peur, pour que ces éléments-là, plutôt que de devenir un élément qui absorbe ma vie et mon énergie parce que je lutte avec, un élément qui me rend très peu lucide parce que j'essaie d'être dans le déni, mais c'est quelque chose qui vient nourrir mon existence et qui vient justement m'aider à m'engager davantage dans un chemin de résilience. C'est celui dont parlait François. Et donc la résilience viendrait psychologique par rapport à l'anxiété, de la capacité que nous développerions en tant que femmes, hommes et société, à tolérer les émotions les plus difficiles, parce qu'on va devoir en tolérer de plus en plus peut-être par rapport au climat, et à faire en sorte qu'elles soient plutôt des moteurs de nos vies que des freins. Alors, je m'étais dit... on a combien de minutes? Ok, super, franchement, c'est super. Je suis exactement à temps, c'est génial, je suis juste où je voulais avec vous, c'est parfait en fait. Et pourquoi je vous dis ça? Je vais prendre un petit moment pour perdre du temps. Je trouve c'est important de perdre du temps quand on veut être lucide, parce que c'est ça le problème aussi lorsqu'on court et qu'on veut fuir quelque chose. Et je me souviens que dans la plus grande partie de ma vie de conférencier, je voulais toujours en dire beaucoup trop vite, et à un moment, quand on me disait « Idiot, c'est terminé, il reste 2 minutes », je m'étais accéléré, et ni moi ni les autres ne comprenaient ce que je voulais raconter. Et je me suis rendu compte que jamais je n'aurais le temps, face à l'ampleur des enjeux, à ce qu'on me demande de raconter, j'aurais jamais le temps. Et qu'au fond, la question, c'est comment je passe le temps avec vous de la meilleure manière possible. Au fond, c'est juste ça. Et quand on a peu de temps, comme aujourd'hui, au niveau de la société entière, on a peu de temps, il devient urgent de ralentir, justement, d'écouter les messages importants, d'écouter les scientifiques, d'écouter les jeunes, et ainsi de suite. Et donc, de prendre un moment, justement, je parle d'émotion, et la question, c'est est-ce que je peux avoir le temps, malgré les 10 minutes qui me restent, de me dire, tiens, au fond, Ilios, il se passe quoi en toi? Qu'est-ce que tu vis là, juste maintenant? C'est quoi qui t'habite comme émotion? Et quand je vous dis ça, ce n'est pas quelque chose de superficiel, de superflu. C'est ce à quoi nous sommes invités régulièrement, de nous dire, tiens, par rapport à tout ça, comment est-ce que je me sens au climat, à toutes ces questions, à toutes ces menaces? Et est-ce que je suis capable de m'asseoir avec ces émotions-là, tranquillement, comme avec une amie, de me dire, tiens, mon anxiété, mon éco-anxiété. D'ailleurs, intelligemment, Karina, tu as mis 3 verres. Et je sers un verre d'abord pour moi, parce que c'est important. Et puis je vais servir un verre à l'éco-anxiété, parce que s'il ne le boit pas, je le boirai moi. Et un 3e élément que je vais vous apporter pour clôturer. Et c'est ça, en fait, la métaphore. C'est ce que l'éco-anxiété, je lui sers un verre d'eau comme à moi, et tranquillement, on va discuter, et on va voir ce que je peux apprendre l'un de l'autre. Le 3e élément qui me semble important, c'est ce qu'on peut appeler l'éco-colère. Et on en parle un petit peu, et pas encore assez, en se disant dans quelle mesure cette émotion que l'on voit beaucoup chez les jeunes, on peut dire que Greta Thunberg, c'est peut-être ce qui représente le plus ce qu'on peut appeler l'éco-colère, je ne sais pas si tu es d'accord, François, peut être un élément moteur et important dans la vie, plutôt quelque chose qui fait peur en fait à l'establishment. Et à nouveau, je caricature, mais on a vu quand même beaucoup d'attaques sur Greta, pire que sur toi, où on essaie d'être crédibilisé, de faire en sorte que c'est une petite jeune énervée, elle ferait bien de se calmer, de retourner à l'école, de se taire et d'arrêter d'embêter tout le monde. Je caricature un peu, mais c'est ce que de personnes très sérieuses lui ont dit. Et l'éco-colère, pourtant, est un symptôme important. La colère est une énergie essentielle qui nous met en route. Et je précise tout de suite que je suis complètement d'accord de dire que dépasser par la colère, en tant qu'individu, si je vais insulter quelqu'un ou frapper, ce n'est pas du tout souhaitable, on est bien d'accord. Mais la colère, en tant qu'émotion sociale et collective qui nous amène à agir, c'est une émotion qui est importante. Sans éco-colère peut-être, est-ce que des jeunes seraient partis dans la rue comme ça? Est-ce que Greta aurait fait ce qu'elle a fait? Est-ce que ça aurait mobilisé? Est-ce que ça aurait donné de l'énergie, en fait, à des centaines de femmes et d'hommes qui font de la science que personne n'écoute, au fond? Et c'est aussi grâce au mouvement dans la rue que tout à coup la société n'a plus pu ne pas écouter ce qui se disait déjà dans des auditoires depuis très 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 longtemps. Et donc l'éco-colère est aussi une réponse peut-être à l'immobilisme des gouvernements. Et à nouveau, je dis ça ici, je ne suis pas en train de critiquer l'institution et ainsi de suite. Je crois que je vous dis quelque chose dont tout le monde est au courant, non? C'est pas, voilà, je vous apporte pas, c'est pas un scoop aujourd'hui de dire qu'il y a un immobilisme duquel nous sommes aussi responsables à cet immobilisme-là. Et donc, en quoi c'est une énergie? Et donc, une invitation à dire à nous, les femmes et les hommes, à ne pas aller frapper sur la tête de quelqu'un d'autre, à ne pas insulter quelqu'un sur les réseaux sociaux, mais aller taper à la porte d'une association, d'un groupement, de chez vous peut-être d'Extinction Rebellion, même s'ils sont moins aimés que d'autres, parce que lorsque je participe à un mouvement social, lorsque je peux montrer mon indignation de manière concrète dans la rue, c'est bon pour ma santé mentale.
on peut penser que c'est bon pour le groupe aussi. Je sors de l'impuissance, je sors du sentiment qui est le plus terrible, en fait, d'être face à un enjeu immense, peut-être un enjeu comme on n'en a peut-être jamais connu, en ne sachant pas quoi faire. En me disant, oui, trier tes déchets, c'est bien peut-être, mais peut-être qu'on se dit à un moment que trier mes déchets n'est pas suffisant pour éviter la catastrophe qui est annoncée partout. Et donc le fait de sentir que je fais partie d'un groupe et qu'ensemble on agit, ce sentiment, c'est l'idée de remplacer le sentiment d'efficacité personnelle, qui n'est plus suffisant, ça ne fonctionne plus aujourd'hui, par un sentiment d'efficacité collective qui fait que peut-être que ce que je ne peux pas faire tout seul, en groupe, je peux faire quelque chose qui me semble utile. Et donc, en d'autres mots, et mon collègue Alexandre, il est en train d'étudier ça, on aura des données très bientôt. En d'autres mots, la conclusion, c'est qu'on devrait peut-être moins se préoccuper de l'éco-anxiété que de se préoccuper de l'environnement, de la démocratie, de la justice sociale et de tous les facteurs du bien commun. Et quand je parle du bien commun, je parle du bien commun, bien sûr, aussi psychologique. Et donc, qu'est-ce qui prédit le bien commun dont le bien-être fait partie ? Alors, bien sûr que la santé mentale, c'est quelque chose d'important, mais alors il n'est pas spécifique à l'éco-anxiété. Qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que société, pour créer des conditions qui vont faire que les citoyennes et les citoyens vivent davantage de bien-être, qu'il y ait davantage de liens sociaux, qu'il y ait davantage d'endroits, et ainsi de suite. Et évidemment, puisque c'est mon domaine de recherche aussi, que le fait d'avoir une vie intérieure riche, le fait d'avoir une pratique, que ce soit la méditation ou autre, en fait, peu importe, que ce soit d'aller cultiver un jardin, de méditer, de danser ou de faire quelque chose, participe grandement à l'équilibre intérieur et à l'engagement qu'on peut avoir ensuite pour la société. Et donc je ne reviens pas en arrière là-dessus. Mais ici, en tant qu'institution, la question, elle est, si on parle d'éco-anxiété en tout cas, elle est davantage comment je me préoccupe de ce qui crée l'éco-anxiété, dont elle est le symptôme, plutôt que comment je voudrais, ce qu'ils ne m'ont pas demandé, mais cacher quelque chose qui, au fond, s'avère extrêmement positif pour la majorité des personnes qui le vivent. En tout cas, s'avère être un symptôme d'une lucidité plutôt que du contraire. Et donc le dernier lien, c'est celui-là, c'est comme on va toutes et tous mourir au fond, ce qui est une réalité, et que peut-être que les changements climatiques vont malheureusement accélérer ça pour une partie de la population. La question qui est posée, si c'est une question psychologique, c'est qu'est-ce que je fais ? Au fond, la pensée de la mort est une pensée de la vie, puisque savoir que je vais mourir me ramène au fait que je suis vivante et vivant. Un psychanalyste, Patrick de Clercq, disait « Il existe deux types de folles ou de fous. Ceux qui oublient qu'ils vont mourir, c'est les climato-sceptiques, mais ceux qui aussi, la deuxième partie, c'est ceux qui ne savent pas qu'ils sont en vie. » Et donc, oublier qu'on va mourir, c'est dramatique, mais oublier qu'on est en vie maintenant, c'est oublier qu'est-ce que je peux faire pour avoir la meilleure vie possible, pour rendre la meilleure vie possible aux femmes et hommes qui sont encore vivantes aujourd'hui. Et au fond, qu'est-ce que je peux faire ? Quelle est l'œuvre, sans être trop ambitieuse, qui va faire que ma vie est une vie digne d'être vécue, au fond ? Qu'est-ce qui fait que quelle est l'action de la région, en fait, ici, qui va faire que nous aurions agi à notre niveau, sans prétention, sans faire une grande histoire, et qui fait qu'à la fin, on sait que notre vie et notre action fait que la vie a été digne d'être vécue, cette vie incroyable et merveilleuse. Rendre hommage aussi à beaucoup de personnes, comme Rob Hawkins et d'autres qui travaillent là-dedans. Ceux qui s'intéressent à l'éco-anxiété, je vous dirais que la source principale, si vous avez envie de lire, c'est une dame extraordinaire qui s'appelle Joanna Macy. Je sais pas qui est-ce qui connaît Joanna Macy ? C'est génial, c'est une partie d'entre vous. Et donc, Joanna Macy, qui est une activiste qui a d'abord été une des grandes dames au moment de la question nucléaire, et puis elle s'est rendue compte d'une détresse incroyable qu'il y avait déjà à l'époque chez les activistes. Et c'est très pertinent pour le changement climatique. Et elle a créé une approche pragmatique qui s'appelle le travail qui relie, et qui en 4 étapes nous propose de faire quelque chose dans une situation où l'issue est incertaine et difficile. Et elle nous dit quoi ? Les 4 étapes sont très simples. Elle nous dit que la première étape, c'est la gratitude. Et que plutôt qu'aller uniquement dans ce qui ne va pas, nous aurions tout intérêt à nous rendre compte de la chance qu'on a d'avoir de la gratitude pour la beauté du vivant, ce qu'il en reste encore en tout cas, et que c'est cette gratitude-là qui va nourrir l'action. Je crois que c'est Mathieu Ricard qui disait qu'on protège ce qu'on aime et qu'on aime ce qu'on connaît. C'est pour ça qu'il écrit des livres sur l'émerveillement. Pas parce qu'il est niais, parce qu'il sait que si on est émerveillé par la beauté de la vie, on va la protéger d'une autre manière que si on est uniquement dans la terreur de sa disparition. Premier élément, la gratitude. Deuxième élément, qui est le plus difficile, en fait, c'est ce qu'elle appelle « honorer notre peine pour le monde ». Et j'aime beaucoup cette idée-là par rapport à l'éco-anxiété. Elle nous dit quoi ? Honorer sa peine pour le monde, c'est joli comme c'est dit, mais ça veut dire que notre anxiété, notre éco-anxiété, nous devrions l'honorer parce qu'elle n'est pas quelque chose de personnel. C'est quelque chose que nous partageons, la tristesse que l'on a, la peur que l'on a, elle a une vraie raison d'être là,
parce qu'il y a des vrais problèmes, parce qu'il y a vraiment des espèces qui disparaissent, parce que le vivant a vraiment été affecté, et que donc l'anxiété et la peur que l'on a méritent qu'on les regarde, qu'on les honore, qu'on leur donne leur place, plutôt que les considérer comme étant une pathologie, et donc sortir d'une pathologisation des états d'âme qui est un des maux, on va dire, de nos sociétés d'aujourd'hui. On va pas, plutôt que donner un médicament à la personne qui a peur pour l'environnement, pouvoir lui donner un espace où elle puisse s'exprimer. Et puis évidemment, l'étape d'après qui est essentielle, que nous propose Joanna Macy, c'est le changement de regard. Comment est-ce que nous pouvons voir que nous ne sommes pas seuls et seuls, que des milliers et des millions d'autres personnes sont avec nous, et comment est-ce qu'on peut changer ce regard sur le monde pour pouvoir nous donner de l'énergie. Évidemment, la dernière étape qui est de nous mettre en route et qui est qu'est-ce que je fais de ma vie. Et je terminerai avec cette citation de Snoopy et de Charlie Brown, qui le dit de manière encore plus simple. « Un jour, nous allons toutes mourir, dit Charlie Brown. C'est vrai, dit Snoopy, mais tous les autres jours, nous allons vivre. » Ah, j'oublie une chose, comme une dernière chose, c'est 30 secondes. 2 éléments importants en parlant de santé mentale. Si on peut montrer le PowerPoint, c'est juste comme ça, vous pouvez voir, j'en profite. Ah oui, c'est moi qui dois le... Mais j'ai pas de... 2 éléments importants tout à fait à la fin. J'avais oublié que j'avais un PowerPoint, mais c'est pas très grave. Voilà, j'avais quelques images. Une application de santé mentale, de méditation. Je vous la montre pourquoi. Parce que c'est une que j'ai développée avec mes collègues et c'est la première application qui existe, qui est réellement accessible. Ça veut dire quoi? J'en parlerai. S'il y a des collègues parmi vous qui s'intéressent à la santé mentale, qui peuvent venir me voir, ça veut dire que quand vous la téléchargez, je vous dis techniquement, parce que sinon, toutes les applications disent la même chose, c'est gratuit. Vous avez 5 exercices gratuits, puis il faut payer. Donc c'est un moyen de trouver du monde ici. Vous la téléchargez. Une fois que vous avez utilisé gratuitement pendant un certain temps, vous avez la fenêtre de paiement, et c'est écrit en très grand, ou alors vous payez les 4 € et quelques, parce que c'est très cher à développer, ou alors je veux continuer à utiliser, et que vous payez ou pas, vous avez accès exactement au même service. Et donc c'est important, hein, que vous payez ou pas, vous avez accès au même service, il y a déjà 50 000 personnes qui l'utilisent, mais donc l'idée c'est pour nous de pouvoir qu'elle soit utile en fait, puisque toutes les 2 semaines on a un nouveau parcours, c'est vraiment un outil de santé mentale extrêmement important, dans lequel il y a aussi l'aspect de l'éco-anxiété qui est pris en compte, mais qui s'adresse à tout le monde, donc la barrière financière n'existe pas. Parfois on ne me croit pas, hein, parce que c'est souvent les sectes qui donnent des trucs gratuits, parce que le prix est ailleurs. Mais ici, ce n'est pas gratuit, donc c'est important. C'est le modèle qu'on appelle de participation volontaire. C'est-à-dire que les gens qui pensent avoir les moyens participent, les autres ne participent pas. Et donc, si des gens s'intéressent à la santé mentale, qui viennent me voir, je suis tout à fait content de voir comment est-ce qu'on peut la faire connaître. Et il y a des gens très chouettes que vous connaissez très certainement, comme Mathieu Ricard, bientôt Frédéric Lenoir, bientôt d'autres. Donc, ce n'est pas seulement méditation, contemplation et philosophie qui seront dedans aussi. Deuxième élément, si vous êtes libre le 1er octobre, 1er 2 octobre, et donc c'est une conférence qui finance des projets de solidarité, donc je ne vais pas m'enrichir grâce à ça, et donc vous allez avoir des gens qui vont parler des liens sociaux, qui est le premier facteur de résilience, donc ça a à voir avec vous, et donc vous allez avoir des gens comme Mathieu Ricard, Boris Cyrulnik, Christophe André et d'autres, Fabienne Brugère, une grande philosophe du Caire, Catherine Lebris, qui est une personne qui travaille fort sur le droit de l'environnement, vous la connaissez sûrement, c'est une des grandes juristes d'environnement d'aujourd'hui, et donc qui viendront parler de la puissance des liens, toute une journée à Bruxelles. Et donc, si vous tapez émergence ou journéemergence.org, vous avez ça. Et le lendemain, une matinée de contemplation sur ce sujet-là. Voilà, merci beaucoup. J'avais demandé l'autorisation à Karina si je pouvais en parler, mais j'avais oublié. En général, j'oublie de parler de ces choses-là. Merci beaucoup, merci à vous et à tout de suite.